troisième super pouvoir, vous êtes criminel, il faut faire la Fédération mondiale tout de suite. Les fédéralistes atlantistes disent tout ça c'est bien beau, mais il faut commencer par fédéraliser les démocraties occidentales et on verra par la suite. Bon, ces trois mouvements vont assez rapidement s'ignorer, voire se dénoncer mutuellement, comme je viens de le dire. Ils se retrouveront 50 ans plus tard, en 1997, à une réunion à Montreux d'ailleurs, où peut-être Daniel Schumacher, mais en tout cas très certainement Didier Colmont et moi vont participer, où les mouvements fédéralistes se sont retrouvés 50 ans plus tard. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, j'essaie de ne pas trop suivre mes notes, comme ça va durer trop longtemps, et puis c'est un peu barbant pour tout le monde, mais j'en ai besoin pour me rassurer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que ces mouvements fédéralistes, dans lesquels sont engagés pas mal de personnalités pareilles. Quand j'ai commencé, je ne suis pas du tout historien de formation, quand j'ai commencé à vouloir écrire une histoire des mouvements fédéralistes, j'avais rencontré la secrétaire du mouvement fédéraliste mondial, dont le secrétariat était à l'époque à Amsterdam, je crois qu'elle vit maintenant dans je ne sais plus quel pays d'Europe de l'Est, en Bulgarie, il s'agit de Yudi Koudemans, qui était donc une fidèle de la foi Baha'i, et donc il y a des Baha'is engagés chez les fédéralistes mondiaux, comme il y a d'ailleurs des chrétiens. Je pense par exemple au chanoine Orban en France, qui a été très actif il y a quelques années. Je pense surtout à l'abbé Pierre, qui était au congrès de Montreux, et qui d'ailleurs, que j'ai rencontré il y a encore quelques années, et qui m'a bien fait rigoler, parce qu'il m'a dit « Ah oui, quand je suis arrivé au congrès de Montreux, j'étais un tout jeune parlementaire démocrate chrétien, issu de la résistance. J'avais entendu qu'il y avait des congrès fédéralistes à Montreux, je n'avais pas compris qu'il y en avait deux. Alors quand je suis arrivé, je me suis dit « Oh, l'Europe, ouais, l'Europe, avec toutes les conneries qu'ont fait les Européens, c'est même pas la peine d'aller fédéraliser l'Europe, la Fédération européenne va se faire toute seule. » Et il me disait, 50 ans après, je me rends compte que si je devais me réengager à nouveau, j'irais d'abord m'engager à l'UEF avant d'aller m'engager chez les fédéralistes mondiaux. Alors, je signale pour ceux que ça intéresse que les archives de l'abbé Pierre, qui sont excessivement riches, sont dans le fonds Emmaüs, au centre des archives du monde du travail à Roubaix. Et j'ai obtenu d'Emmaüs l'autorisation de préparer un travail sur un libre accès aux archives pour préparer si ce n'est un livre ou une brochure sur l'abbé Pierre et le fédéralisme mondial, puisqu'il a été excessivement actif. Il a d'ailleurs été président du mouvement fédéraliste mondial après le congrès de Rome de 1951, et il est toujours resté en contact avec les fédéralistes mondiaux jusqu'à ces toutes dernières années avant son décès. Alors, donc les mouvements fédéralistes se croisent, se créent séparément et vont s'ignorer superbement. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'ils appliquent les mêmes méthodes. Quelles sont les méthodes que vont appliquer les mondialistes? Pour simplifier. Alors d'abord, ils vont dire on ne veut pas de la fédération régionale. Par régionale, j'entends continentale, parce que ça va diviser plus l'humanité. Par contre, ils disent il y a deux méthodes. On va soit essayer d'obtenir de ce cochonnerie qui s'appelle l'ONU, une révision de la charte pour la rendre plus démocratique, soit on va essayer, ils disent ça en 1948-49, d'élire une assemblée constituante mondiale. Bon courage. Ils ne vont pas y arriver. Que disent, et ils vont lancer ce qu'ils appellent des élections primaires. C'est-à-dire que les mondialistes vont lancer l'idée de réunir une assemblée constituante mondiale. Ils vont essayer de se faire aider par les intergroupes fédéralistes mondiaux qui existent dans les pays européens. Ça sera l'approche parlementaire, mais ils vont également essayer l'approche constituante. Qu'est-ce qu'on voit? Au même moment, les citoyens du monde, le registre des citoyens du monde, commence à faire ce qu'on appelle les élections au Congrès des peuples. Qu'est-ce qu'on voit? Les fédéralistes européens, autour d'Alpiero Spinelli, essayent de faire élire les parlementaires européens au suffrage universel direct. Les fédéralistes européens en Italie vont réunir 1 million de signatures devant notaire pour obtenir que les délégués italiens au Parlement de Strasbourg soient élus au suffrage universel direct. Ils vont également demander que ce Parlement, une fois élu, obtienne un pouvoir constituant. Donc les méthodes, si les fédéralistes ne se parlent plus, leur culture politique est la même, ce que Albertini appelle la culture de
de la paix, le fédéralisme contre la culture de la guerre, le nationalisme, mais les méthodes politiques qu'ils emploient sont les mêmes. D'ailleurs, j'ai travaillé également récemment sur le fédéralisme en Amérique centrale. Les fédéralistes centro-américains ont essayé tout le 19e siècle et tout le 20e siècle, ils n'étaient pas collés par l'une des 5 dictatures locales en prison, d'obtenir, de refonder la fédération centro-américaine. En 1821, il y a eu un État fédéral d'Amérique centrale qui regroupait le Costa Rica, le Salvador, le Honduras, le Nicaragua, le Guatemala. Salvador Mendieta a créé en 1899 un parti qui s'appelle le Parti unioniste ou fédéraliste centro-américain. Ils ont essayé en permanence de réunir une constituante. Et là, ils ont eu d'autres problèmes, c'est qu'à chaque fois qu'ils réussissent une constituante, et à chaque fois que la constituante adoptait entre 2 ou plus des 5 pays un pacte fédéral pour recréer la fédération, les Américains, en sous-main, faisaient faire un coup d'État dans l'un des 5 pays, ce qui faisait retomber le château de cartes. Comme quoi la géopolitique, ça existe aussi. Donc, si vous voulez, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les méthodes sont les mêmes. Les méthodes sont les mêmes. Donc, il y a eu la méthode parlementaire, il y a eu la méthode pour une constituante d'époque, il y a eu une troisième méthode qui a été créée après le congrès de Paris de 1949 et qui a été lancée par à la fois Lord Boyd Hawke, qui était à l'époque le président de la FAO, des Nations Unies, et l'abbé Pierre. C'est la méthode qu'ils appellent la méthode fonctionnaliste. C'est-à-dire, c'est bien beau de faire des constitutions mondiales, ça ne sert à rien du tout, parce qu'on n'a pas les moyens de les faire voter, donc commençons à servir de l'ONU et créons dans l'ONU les ministères. Le ministère, il y a le ministère de la FAO, il y a le ministère, on pourrait dire le PNUD, etc. Et essayons de faire fonctionner ces ministères. Mais ça nous rappelle quoi? Moi, ça me rappelle Jean Monnet, le fonctionnalisme en Europe. Donc, à chaque fois, les fédéralistes ont amené, finalement, quelle que soit leur organisation politique, quel que soit le cadre qu'ils voulaient fédérer, à chaque fois, ils ont été employés des méthodes qui étaient finalement les mêmes. Le fonctionnalisme, l'Assemblée constituante, le pacte fédéral entre les États, essayer de créer des intergroupes. Aujourd'hui, j'étais à une réunion hier à Berlin du comité fédéral de l'Union européenne des fédéralistes. La semaine prochaine, je suis à New York, à une réunion du Conseil mondial des fédéralistes mondiaux. Avec les fédéralistes mondiaux, on va parler, comme vous en avez parlé peut-être hier avec Andreas Bühmen, de l'Assemblée parlementaire des Nations Unies. Et avec les fédéralistes, hier à Strasbourg, à Berlin, on a parlé de l'intergroupe fédéraliste du Parlement européen. Donc l'idée d'aller demander à des parlementaires membres, je dirais, à l'exclusion des eurosceptiques et des partis nationalistes, d'un intergroupe, d'aller pousser nos idées fédéralistes au sein des assemblées parlementaires n'est pas nouvelle. Et là encore, elle a été appliquée aussi bien par les fédéralistes amis de Clarence Wright, qui voulaient obtenir une assemblée parlementaire de l'OTAN, des pays des Nations Unies, de l'organisation de la traité de l'Atlantique Nord, que par les fédéralistes mondialistes, que par les fédéralistes européens. Et aujourd'hui, nous avons un ami fédéraliste qui est parlementaire en Argentine, dont peut-être Andreas Bühmen en parlait hier. Il est venu récemment faire une conférence à Lyon. Il a créé un intergroupe fédéraliste au sein du Parlement argentin. Il a obtenu que les 2 chambres du Parlement argentin adoptent une résolution commune et il a obtenu que le Parlement latino-américain adopte une position commune défendant le principe de l'Assemblée parlementaire. Donc, les méthodes quand même sont les mêmes. Voilà. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il était finalement normal. Les fédéralistes ont été séparés à cause de quoi? Les fédéralistes européens, mondiaux et atlantistes ont été séparés par la guerre de Corée, par la guerre du Vietnam et par l'espèce de glaciation qui s'est plongée sur le monde avec la période de la guerre froide. Mais effectivement, qu'est-ce qu'on a vu? C'est qu'au moment où la guerre froide s'est arrêtée, c'est-à-dire au moment, en fait, en 84, avec la perestroïka,